Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Éric Bédard, historien. Éric Bédard, donc vous êtes historien et professeur à l'Université TÉLUQ et auteur de plusieurs ouvrages, dont Les Réformistes, paru en 2012. J'ai 2012, c'est pas ça? 2009. 2009. Et L'Histoire du Québec pour les nuls chez First Édition en 2019. Vous animez sur la chaîne MaTV la série Figures marquantes de notre histoire. Ouais. Et vous faites paraître ces jours-ci le livre Le Québec tournant d'une histoire nationale dans la toute nouvelle collection Aujourd'hui l'histoire avec chez Septentrion. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord brièvement, c'est quoi cette collection-là? Alors, c'est une collection qui a été fondée pour donner une deuxième vie aux émissions d'Aujourd'hui l'Histoire. Alors, ceux qui écoutent Aujourd'hui l'Histoire, là, tous les soirs à 20h sur les ondes ici première de Radio-Canada. Donc, c'est une émission qui existe depuis 2015. C'est une émission qui marche bien, le premier animateur était Jacques Beauchamp. Maintenant, c'est Maxime Coutier. Et c'est une émission qui marche bien. Elle a été pendant un moment la plus téléchargée, la balado la plus téléchargée en langue française au Canada. Alors, c'est dire qu'il y a un appétit pour l'histoire. Et donc, les éditions du Septentrion ont dit, comme ça touche toutes sortes de sujets, et il y a des collaborateurs réguliers, on va demander à des collaborateurs réguliers de nous proposer, dans le fond, des émissions qu'ils ont faites, avec peut-être, si possible, à chaque fois un fil conducteur. Et c'est ce que donc j'ai fait. Donc, il y a un livre sur le cinéma américain. Il y a un livre sur la politique américaine avec Karine Prémont. Il y a un livre sur la littérature québécoise au 19e siècle qui sort avec mon collègue Claude Lacharité. Et entre autres, il y en a d'autres. Et moi, j'ai proposé ce titre. Est-ce que ça vous surprend que ce soit l'émission la plus téléchargée? Pas du tout. Il y a un appétit pour l'histoire dans le public. Je le constate souvent. Les biographies, les romans historiques, les ouvrages historiques de synthèse aussi, sont des ouvrages qui marchent très bien. C'est pour ça que les éditeurs en proposent et sollicitent des auteurs. Donc, je ne suis pas surpris du tout. Il y a des sociétés historiques dans toutes les régions du Québec. Il y a des amateurs d'histoire. Il y a des passionnés de généalogie. Donc, l'histoire, il y a toutes sortes de motivations. Il y a des gens qui étudient l'histoire parce que c'est évidemment, c'est une forme, c'est une discipline, c'est une connaissance, c'est une manière de mettre à distance notre époque, de comprendre notre époque. Il y a des gens qui étudient l'histoire un peu comme comment je dirais ça, comme ils pourraient, peut-être pas moi, apprendre le grec ou apprendre le russe. C'est ce que disait Marcel Trudel dans un de ses livres. C'est-à-dire que c'est une espèce de quête de connaissances gratuite. C'est juste pour le plaisir de découvrir des mondes tellement différents des nôtres. Oui. Donc, une forme d'exotisme. Il y a des gens qui étudient l'histoire aussi parce qu'il y a une quête d'identité, comprendre qui je suis, d'où je viens. Alors, il y a toutes sortes de motivations, il y a toutes sortes de routes qui mènent vers l'histoire et c'est ce qui fait la richesse, je pense, de cette discipline. Et c'est ce qui fait que nous, les historiens, on a beaucoup de chance parce qu'il y a des disciplines, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas moi, des professeurs d'andragogie ou des professeurs de physique, ils ont moins... Il y a un public qui aime la vulgarisation scientifique, mais le public qui aime l'histoire est vraiment important, vaste. Contrairement à d'autres disciplines. On est très chanceux. Mais avez-vous l'impression que le public est générationnel, que c'est un intérêt qui se développe avec le temps ou vous en voyez? Parce que hors d'onde, on parlait d'un album jeunesse qui avait été fait. Oui. Alors ça, c'est les albums jeunesse, c'est en général, j'en ai fait 2 avec le musicien Benoît Archambault, un des membres du groupe Mes Aïeux. On a fait ça aux éditions Ozu. Ça a bien fonctionné. C'est des familles qui partent en voyage et moi, je raconte un peu l'histoire de ce qu'ils voient et tout ça. Mais ça, c'est des albums qui sont presque toujours achetés par des grands-parents qui veulent faire plaisir, qui veulent que leurs enfants aient des notions sur l'histoire du Québec. Oui, je dirais que ma femme fait souvent des blagues là-dessus en disant les gens qui t'aiment souvent, ils sont plus âgés. Mais oui, c'est vrai, je le vois avec mes parents, mon père, par exemple. L'intérêt pour l'histoire, souvent, se développe aussi avec l'âge. C'est que forcément, quand nous, on prend de l'âge, on voit bien que le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que quand on était enfant. On veut comprendre ce qui s'est passé. On a une distance par rapport à tout ça. Et oui,
Ça se peut qu'en vieillissant, tout à coup, l'histoire nous intéresse plus. C'est tout à fait normal et il faut s'adresser à tous les publics. Oui. Dans l'introduction signée par Jacques Beauchamp du présent livre, il vous compare à Jacques Lacourcière. Et s'il y a une figure marquante de la vulgarisation historique, c'est bien lui. Comment vous l'avez pris, cette comparaison? Écoutez, j'étais extrêmement flatté. Je pense que ce qui lui a inspiré, c'est la dédicace. C'est que le livre est dédicacé à Jacques Lacourcière, qui est décédé cette année. Et j'étais extrêmement flatté, mais aussi, c'est que je dois énormément à Jacques Lacourcière. Quand il est décédé, j'ai publié un petit texte dans la presse qui s'intitulait « L'historien du peuple ». Moi, là, l'histoire est rentrée dans ma vie grâce à Jacques Lacourcière. C'est-à-dire que j'étais un élève du primaire. J'arrive dans la bibliothèque, la petite bibliothèque de mon école primaire, et il y a 2 gros albums, Boréal Express, une année par jour. Alors là, je m'assois, j'ai 10 ans, j'ouvre cet album, et là, je découvre l'histoire du Québec. Et j'aimais beaucoup le ballon chasseur, mais quand je pouvais aller à la bibliothèque de mon école primaire, on nous obligeait pour nous développer le goût de la lecture. Il n'y avait pas beaucoup de livres dans ma maison. Et donc, j'allais vers ces albums et c'était un enchantement. Alors, quand j'ai fait l'album Jeunesse avec Benoît Archambault, je me suis dit que peut-être qu'il y a des jeunes comme ça qui vont découvrir l'histoire du Québec grâce à un album comme celui-là. Évidemment, l'album a eu beaucoup moins de succès à l'époque que Boréal Express, qui était un grand succès de librairie. Mais donc, j'ai une dette pour cet historien et pour des historiens comme lui qui ont fait beaucoup pour aller vers le grand public, qui ne sont pas restés juste entre spécialistes. Alors, évidemment, ça m'a énormément flatté, mais évidemment, la chance que j'ai, moi, lui n'avait pas de situation stable à l'université ou dans une institution, donc il était à l'affût des contrats. Alors moi, j'ai une stabilité qui me permet de choisir justement les sujets qui m'intéressent, et voilà. Parlons-en de l'université. Hein. Vous dites que l'histoire nationale est discréditée à l'université. Oui, c'est un constat que j'ai fait. Que quand j'ai commencé à étudier l'histoire dans les années 90, il n'y en avait que pour ce qu'on appelait l'histoire sociale. Et je comprends parfaitement pourquoi on avait de l'intérêt pour l'histoire sociale. C'est que l'histoire sociale est née en réaction à la vieille histoire nationale, où on étudiait que les grands hommes en politique. Et je comprends qu'à un moment donné, on a dit, oui, mais l'histoire, le peuple, il est où dans cette histoire? Le peuple, les gens ordinaires, les ouvriers, évidemment les femmes, et puis ensuite les minorités, et ainsi de suite. Donc, l'histoire sociale, pour aller au-delà des élites, je comprends très bien ça. Mais ce faisant, cette histoire-là s'est beaucoup construite contre l'histoire nationale. Et moi, je proposerais plutôt un complément. Je voudrais qu'on voit ça comme une forme complémentaire. Une société comme le Québec, c'est une société globale avec des hommes, des femmes, des groupes sociaux, des conflits. Mais c'est aussi, tous ces gens-là sont reliés par quelque chose qui s'appelle une communauté de mémoire, une identité, une histoire. Et étudier l'histoire de ce point de vue-là, c'est aussi très important. Et en effet, c'est un peu discrédité chez les historiens. Moi, j'essaie de réhabiliter ce genre de l'histoire nationale, mais évidemment informé par toutes les connaissances qu'on a acquises grâce à l'histoire sociale et culturelle. Oui. Parce qu'avez-vous l'impression que dans le discours, le concept de nation est galvaudé? Oui. Alors, moi, c'est ça qui est drôle. Là, je vois Jean-Martin Hossan qui est ici. Je le salue. On est de la même génération. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais quand on avait 20 ans, la nation, c'était très positif, la nation. La nation, c'était les pays qui recouvraient leur liberté en Europe de l'Est après l'écroulement du mur de Berlin. C'était les anciennes républiques soviétiques qui redevenaient libres. C'était la souveraineté qui était à 65 % après l'échec de l'accord du lac Meech. La nation, c'était la liberté. La nation, c'était Václav Havel qui prend la parole, un poète qui devient président de son pays, qui était dans un carcan. Donc, nation, liberté, émancipation, c'était des synonymes. Mais là, la nation est devenue... Mais là, justement, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, a pesé sur la nation, à cause, évidemment, des régimes autoritaires et totalitaires, un discrédit, un soupçon. Et ça a ressurgi dans les années 90, et vous ici avec la construction européenne. Et là,
il y a tout un courant qui a dit non, la nation, c'est l'exclusion, c'est le repli. Et moi, je ne crois pas. Je pense que les personnalités nationales sont une étape intermédiaire des individus vers l'universel. Ouais. On est des individus, évidemment, on veut notre liberté, on veut aspirer à l'univers, mais entre les deux, il y a la médiation de la nation, où s'exerce la démocratie, où s'exerce aussi la solidarité. La social-démocratie, c'est né dans le cadre national. Donc, les nations sont... Évidemment, les nations ont une histoire par rapport aux empires, puis par rapport aux cités-États, mais les nations, ça a été le développement, c'est un enfant de la modernité. La modernité a créé les nations pour permettre aux individus de vivre dans une société démocratique et solidaire. Et je crois qu'il faut arrêter de présenter les nations uniquement comme du repli, comme quelque chose de régressif. Il peut y avoir de ça. Mais ça, il y en a partout. Je veux dire, c'est comme, je m'excuse, je termine avec ça, mais c'est comme, par exemple, si on disait, si tu es pour les solidarités sociales, ça veut dire que tu es peut-être un socialiste, puis un socialiste, on sait où ça mène. Mais non, la solidarité sociale, c'est un beau principe qui peut être dévoyé. Le nationalisme ou la nation, c'est la même chose. Ouais. C'est quelque chose de bien, d'important. Ça peut être dévoyé par des gens qui ont des agendas dangereux, mais c'est quelque chose de fondamentalement important qui crée de la solidarité et qui nous permet aussi de nous reconnaître. Mais en même temps, est-ce que vous avez l'impression que dans votre façon de faire l'histoire maintenant, vous avez une sensibilité à l'inclusion, si on veut, ou à la diversité qui était peut-être moins présente il y a quelques années? Peut-être. Ne serait-ce que, par exemple, mon premier chapitre de ce livre porte sur un événement que peut-être je n'aurais pas parlé de cet événement-là il y a 20 ans. C'est-à-dire, je parle de la fameuse tabagie de Tadoussac de 1603, où se serait scellée l'alliance entre les Français, où s'est scellée l'alliance entre les Français et les peuples de la vallée du Saint-Laurent. Je pense qu'en effet, on a dû prendre conscience de l'ampleur, d'un passé un peu trouble, et même très trouble s'agissant des pensionnats. Mais on a peut-être aussi perdu de vue qu'on a eu aussi une belle relation avec les Autochtones pendant de nombreux siècles. Alors, oui, peut-être que, justement, l'évolution sur ces sujets-là m'amène à prendre en considération de façon plus forte ces dimensions, justement, où on ne parle pas que des Canadiens français, mais les Canadiens français qui ont été enrichis dans leur histoire par l'apport de gens qui sont venus d'un peu partout. D'une certaine façon, l'histoire évolue. Il y a un temps où on faisait de l'histoire sociale. Là, maintenant, on va être plus inclusif dans la place des minorités, peut-être, dans notre façon de faire l'histoire. Oui, mon deuxième chapitre porte sur les filles du roi. Oui. Les filles du roi qui ont été déterminantes dans l'histoire du Québec. Il n'y a pas de Québec d'aujourd'hui. Et c'était pas juste pour être politiquement correct que j'ai mis les filles du roi et disais, ça me prend des femmes. Je pense sincèrement que sans les filles du roi, les 764 filles du roi, on est pas mal sûr que c'est à peu près ce chiffre. Les spécialistes se sont penchés là-dessus. Qui ont donné naissance à peu près 4500 enfants. C'est quelque chose. Sans cet apport-là, il n'y a pas de Québec. Ça allait nulle part, la colonie, au début des années 1660. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces dates-là, vous les avez choisies parmi une panoplie de chroniques que vous aviez données. Oui, mais avec le fil conducteur, justement, de l'idée du tournant. Okay. C'est que je n'ai pas fait juste un collage d'émissions que j'ai faites. J'ai pris 8 de mes émissions à Aujourd'hui l'Histoire en me disant quelles seraient j'en ai fait depuis 2015, j'en ai fait peut-être plus qu'une trentaine de ces émissions, mais j'en ai choisi 8 en me disant ces 8-là représentent des tournants dans l'histoire du Québec. C'est-à-dire que sans cet événement-là ou cet événement-là, l'histoire du Québec n'aurait pas eu le même destin. Alors, avec la tabagie de Tadoussac, les filles du roi, la conquête, François-Xavier Garneau, des personnages comme ça. Donc, j'en ai sélectionné 2 par siècle. Okay. Donc, c'est 4 siècles, 2 par siècle, 8 chapitres. Vous voyez, il y a une cohérence. Et aussi, j'ai pensé à des gens peut-être comme vous qui n'avaient pas le temps des fois de vous taper des gros livres de 600-700 pages sur des sujets pointus. Bien, si vous lisez chaque chapitre, vous avez le tour en 3000 mots, l'état de la recherche sur tel sujet.
Puis si vraiment vous avez la piqûre, bien, vous allez voir la bibliographie à la fin. Vous allez lire les livres qui vous intéressent. Mais je voulais vous faire sauver du temps. Hein? Les Filles du Roi, il y aurait des rayons de bibliothèque, mais en 2500 mots, 3000 mots, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les Filles du Roi? Mais je fais le point. J'ai fait lire par des spécialistes, m'assurer que ce que je disais tenait la route, et puis ainsi de suite. Puis là, mettons, là, c'était quoi la 9e date? Ah, la 9e date, Le 9e événement. Je me suis arrêté en 1977, donc avec l'adoption de la loi 101, qui a été un point tournant. Mais là, la 9e date, il faudra du temps pour savoir. Peut-être que 1995, un jour, pourrait être considéré comme une date qui a été un point tournant. Un point tournant, certains diraient malheureux, la fin d'un cycle historique, le début d'un réalignement des forces politiques. Mais là, on verra dans l'avenir ce que 95 représentera. C'est important pour vous, la vulgarisation historique, hein? Puis, dans votre mission universitaire, c'est pas tout à fait ça. Et il y a quelque chose à l'université par rapport à la vulgarisation historique qui est pas tout à fait... pour avoir été moi-même étudiante en histoire, il y a comme deux milieux dans le milieu historique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, pour vous dire, on me pose souvent cette question-là. Quand j'ai commencé en 2003, c'est vrai que je sentais les collègues plus âgés un peu dubitatifs par rapport au travail dans l'espace public, à la vulgarisation, à aller dans les médias. Mais franchement, là, aujourd'hui, je sens beaucoup de respect des collègues. Mais en même temps, moi aussi, j'ai évolué, c'est-à-dire que je ne pense pas que c'est tous les chercheurs universitaires qui sont faits pour ça. Il y en a qui ont de l'intérêt pour ça, qui sont bons, mais il y en a, ils gèlent, hein? Ils ont du mal à vous expliquer en 7-8 minutes ou en 15 minutes un sujet complexe. Et moi, je respecte ça. Alors, il en faut pour tous les goûts, mais je sens que de plus en plus à l'université, on respecte les historiens et les chercheurs qui vont dans l'espace public pour faire le pont entre la recherche plus savante et le grand public. Et encore, faut-il intéresser les gens, jeunes à l'histoire pour avoir des nouvelles inscriptions? Oui, de façon totalement intéressée, oui aussi. C'est de donner le goût, la piqûre. Il y a quand même des choix surprenants aussi dans le livre. Ah bon? Parce que, bon, les Filles du Roi, je m'y attendais. Je trouvais ça assez cohérent, si on veut. Mais bon, vous parlez de Pitt et Choiseul et de Ducalvet. Oui. Qui ne sont pas les personnages les plus reconnus dans le... Alors là, je comprends plus votre interrogation pour Ducalvet, mais pour Pitt Choiseul, pour moi, Pitt Choiseul, je rappelle aux gens, William Pitt, c'était le premier ministre de la Grande-Bretagne en 1759, quand il y a eu la bataille des Plaines d'Abraham et la capitulation de Montréal. Et il a quitté le pouvoir en 1761. Pitt, là, c'était le Churchill du 18e siècle. C'était un personnage plus grand que nature, qui était il était meilleur dans l'opposition qu'au gouvernement. C'est un homme qui a été fait par la guerre. C'était un chef de guerre assez extraordinaire, mais quand il n'y avait pas de guerre, on dirait que ça devenait un politicien un peu... on dirait qu'il avait du mal à s'adapter. Et donc, c'est vraiment Pitt qui a l'idée que c'est en Nouvelle-France qu'on va battre la France. C'est-à-dire, on va attaquer la France là où elle est le plus faible. C'est comme le ventre mou de l'Empire français. Sa politique était la Blue Water Policy, la politique des mers. C'était par les mers que la Grande-Bretagne allait se constituer un grand empire. Et Choiseul, il appartenait à un courant en Grande-Bretagne, Pitt, qui s'appelait les Patriotes. Et Choiseul, c'est un courtisan. C'est un homme qui s'est coltaillé, il s'est fait une place auprès du roi Louis XV par des intrigues de cour. C'est aussi simple qu'il a écarté une maîtresse du roi en 1752 qui nuisait à un autre camp. Et Mme de Pompadour l'a récompensé en le nommant ambassadeur. Un courtisan. Et c'est lui qui est au pouvoir en 1759. C'est le ministre fort de Louis XV. Et ce ministre-là, il dépend complètement de Mme de Pompadour qui, elle, tient beaucoup à son alliance avec l'Autriche, qui ne s'intéresse pas beaucoup à la Nouvelle-France. Donc, je voulais montrer que même malgré la défaite des Plaines d'Abraham, c'était pas joué. C'est-à-dire que les négociations auraient pu faire en sorte que le Canada aurait été retourné à la France. Ça s'était vu, ça, avant. Mais à cause de ces deux grands personnages, c'est comme ça que notre destin a été scellé.
Hein? Ça tient parfois aussi à des grands acteurs politiques, l'histoire. Et donc, ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans notre historiographie. Effectivement. Hein? Donc, Pitt Choiseul et le destin de l'Amérique. Bon, quant à Ducalvet, Pierre Ducalvet, c'est un personnage que j'ai découvert grâce à François-Xavier Garneau. Quand j'ai lu François-Xavier Garneau pour la première fois, il y a longtemps, il y avait plusieurs pages sur Pierre Ducalvet. Je trouvais que c'était un destin assez incroyable. Pierre Ducalvet, il arrive ici vers 1758. C'est un Français protestant. Il va se battre aux côtés des Français. Puis quand les Britanniques débarquent, il va travailler avec eux assez rapidement. Mais c'est un personnage qui avait assez fantasque, qui critiquait beaucoup les autorités et qui avait des sympathies républicaines pour les Américains quand les Américains ont fait leur guerre d'indépendance. Vous savez que Montréal, hein, on a été américain pendant presque 9 mois. Montréal a été occupé par les États-Unis pendant 9 mois et il y avait un certain nombre de membres de l'élite qui montraient de la sympathie pour les Américains, dont Pierre Ducalvet. Donc, quand les Américains se sont retirés, les Britanniques ont envoyé un homme, un tough, Haldimand, qui était un mercenaire suisse. Il parlait français un peu. Et lui, il était ici pour, on va dire, casser toute forme de sympathie avec les Américains, mettre au pas les Canadiens un peu récalcitrants. Et je trouvais que c'était une belle illustration. Et Ducalvet a été emprisonné pendant presque 3 ans, sans procès. C'était complètement arbitraire. Et il a publié ce qui est un peu le premier essai de notre histoire, Appel à la justice de l'État. C'est un livre qui interpellait l'opinion publique, qui a été traduit en anglais. Il a envoyé des lettres à tout le monde. Finalement, il a été relâché, mais sans procès. Donc, c'est une manifestation de l'arbitraire colonial britannique, Pierre Ducalvet. C'est un homme qui a écopé parce que, voilà, c'est un esprit libre, sympathique aux Américains, aux idées républicaines. Et je trouvais que c'était une illustration d'une forme d'autoritarisme du colonialisme anglais. Vous avez parlé de François-Xavier Garneau. Ah oui. C'est un personnage historique que vous semblez apprécier particulièrement. J'ai beaucoup d'affection pour Garneau, parce que Garneau, là, écoutez, c'est un homme qui écrit une grande œuvre, là, mais vraiment pour son époque. C'est du calibre de Jules Michelet ou d'Augustin Thierry en France. Des grands historiens du 19e siècle, là, puis je ne dis pas ça par chauvinisme, Garneau, c'est dans les grands. Il peut être comparé à tous les grands historiens de son temps, à la différence près qu'il n'a pas de poste à l'université. C'est un petit fonctionnaire à Québec. Tout ce qu'il fait, c'est sur ses heures, la fin de semaine, le soir. Il n'y a pas d'archiviste. Il chasse les documents comme il peut. Il n'y a évidemment pas de subvention. Il n'y a pas d'assistant de recherche. Il n'y a rien. C'est un autodidacte. Il fait ça tout seul. Et malgré ça, il fait une grande œuvre à la fois historique, mais littéraire. C'est un poète, Garneau. Il écrit très, très bien. Il faut absolument... S'il y a un éditeur ici, là, il faut rééditer Garneau. Il faut rééditer Garneau en livre de poche. Il faut lire Garneau. Et moi, il m'impressionne parce que Garneau, au fond, c'est celui qui répond à Lord Durham. Lord Durham dit « Peuple sans histoire et sans littérature ». Garneau répond en 1845 « Nous avons une histoire, je vais vous le montrer ». Et il le montre de façon magistrale. Et donc, c'est un peu, finalement, c'est un intellectuel qui va aller dans le sens de la survivance. Nous allons survivre par les mots. On veut notre disparition. Nous allons survivre par les mots. Et il est fidèle à une génération, oui, qui avait abandonné pour un temps le projet de République du Bas-Canada, mais qui va quand même se cramponner aux fondamentaux, une culture, une histoire, une langue. Certains ajoutent une religion. C'était le 19e siècle. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, oui. Avez-vous l'impression qu'il est reconnu à la hauteur de son mérite? Je pense qu'il n'est pas assez connu. Alors, il a un beau monument à Québec. Il est bien représenté dans la toponymie, quand même, Garneau. Mais en tout cas, le plus bel hommage qu'on pourrait lui faire, c'est de le rééditer. Je veux dire, et là, attention, là, Garneau a été réédité après sa mort, mais pour faire plaisir à l'Église, ses descendants rajoutaient des petits bouts. Parce que c'était un libéral, Garneau. Il avait ses distances avec l'Église. Et l'Église n'aimait pas trop ce qu'il racontait sur certaines choses. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais... Et donc, ses descendants, pour plaire à l'Église, ajoutaient des petits bouts. Mais ça rend qu'on ne sait pas si c'est de Garneau ou si c'est des ajouts de ses descendants. Donc, il faut rééditer Garneau de son vivant.
parce que là, il a approuvé les textes. Excusez, là, c'est des peccadilles, mais c'est important pour un éditeur et vraiment, je m'offre. Hein, s'il y a un éditeur, là, je pourrais l'accompagner dans l'édition. Moi, avec d'autres spécialistes, là, mais... Tu parlais également de la fondation de HEC Montréal. Ah oui, oui, HEC Montréal. Alors c'est parce que on présente toujours on a une mythologie collective au Québec que tout commence en 1960. Et oui, la Révolution tranquille, c'est un moment lumineux dans notre histoire. Mais s'il y a eu la nationalisation de l'hydroélectricité, mais s'il y a eu surtout, par exemple, la création de la Caisse de dépôt et de placement, si le Québec des années 60 se donne des institutions économiques qui sont si importantes, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi bien avant. Ça ne sort pas d'un chapeau, tout ça, là. Et les gens qui ont réfléchi à ça bien avant ont tous, à peu près, ont été formés par HEC Montréal. HEC est fondé en 1907. HEC, c'était le projet, tenez-vous bien, de l'arrière-grand-père de Jacques Parizeau, Damas Parizeau, un marchand de bois de Boucherville, qui n'était pas du tout, d'après moi, si on pouvait le rencontrer, l'espèce de bourgeois aristocrate un peu qu'a été M. Parizeau. Donc, un marchand de bois qui disait, il faut que les Canadiens français, on s'occupe d'économie. Et donc, Damas Parizeau était un des cofondateurs de la Chambre de commerce francophone de Montréal en 1886. Et ce groupe disait, ça nous prend une école de commerce, pour nous, les Canadiens français. Alors, en 1907, on la fonde. Il va y avoir des générations d'intellectuels, Édouard Montpetit, Esdras Mainville, François-Albert Anger et Jacques Parizeau, qui vont dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour doter la nation canadienne-française d'institutions? C'est bien beau la culture, c'est bien la mémoire, c'est bien l'histoire, mais il faut prospérer comme peuple. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, on va créer une école de commerce. Cette école-là a été la pépinière d'intellectuels qui ont réfléchi aux grandes institutions qu'on allait se donner durant les années 60. Donc, tout ne naît pas comme une baguette magique en 1960. Il y a des gens bien avant qui avaient réfléchi à tout ça. Et le livre se termine sur la loi 101, oui. Une loi qui a été passée au milieu des années 70. Et encore aujourd'hui, en m'en venant ici, je voyais des panneaux sur le bord de l'autoroute qui faisaient la promotion, des panneaux publicitaires du gouvernement faisant la promotion de la défense de la langue française. En effet. C'est-à-dire, et vous avez d'ailleurs l'auteur qui a été primé par l'Assemblée nationale cette semaine, Frédéric Lacroix, qui a publié un livre choc, un essai choc. D'ailleurs, c'est la dernière citation de mon livre de Frédéric Lacroix. Il dit « La loi 101 a été un échec ». C'est-à-dire, il veut dire par là que ce qui est devenu la loi 101, la loi 101 originale était bonne, était forte, elle avait des dents, elle était claire, on savait où on s'en allait, mais les jugements de la Cour suprême du Canada au fil des années qui ont invalidé des pans entiers de la loi 101 ont fait que cette loi 101, excusez le mot, émasculée, cette loi 101 qui a été complètement défaite, eh bien, évidemment, est un échec parce qu'on sent que Montréal s'anglicise. Et maintenant, c'est un constat qui est très partagé. Mais la loi 101 originale a été une contribution essentielle. Écoutez, les chiffres qu'avait donné Jean-Denis Gendron dans son célèbre rapport Gendron sur l'état de la langue française au tournant des années 70 montraient que c'était de l'ordre de 3/4 des nouveaux arrivants qui envoyaient leurs enfants à l'école anglaise au début des années 70. Donc, il fallait absolument donner un coup de barre pour favoriser la socialisation des enfants issus de l'immigration, la socialisation en français. Et la loi 101 a permis ça, même si elle a été très critiquée à l'époque. C'est drôle aujourd'hui d'entendre certains dire que c'est une grande loi canadienne. Stéphane Dion a déjà dit ça. Mais à l'époque, elle était perçue comme une loi liberticide, une loi un peu fascisante par certaines personnes, alors que maintenant, tout le monde voit bien que c'était essentiel d'adopter la loi 101. Voilà, donc peut-être qu'il faut en effet revenir à la loi 101 originale. Oui, parce que moi, je me suis fait servir en anglais tout à l'heure. Bon, ben voilà, le bonjour, hi, puis tout ça, là. Ouais. Ben merci beaucoup. C'est déjà ce qui complète notre discussion. Ah bon, ben déjà. Alors, oui. à 15h, je serai chez Septentrion. Venez me voir. Stand numéro 17-13. Oui, exact. Puis continuez votre travail d'historien de la cité. On a besoin de gens comme vous pour faire vivre le sentiment national à travers l'histoire. Ben merci beaucoup, Audrey. Merci. Merci tout le monde. Merci.